Bonsoir à tous, il est exactement 20h à Libreville. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. L'économie sociale et solidaire au cœur d'un atelier de renforcement de capacité ce matin à Libreville. Vous le verrez dans ce journal. La forêt et la santé, quel rôle majeur joue la forêt sur la survie de l'humanité? Vous aurez de plus amples explications avec Estelle Amvan. Et puis, en Afrique du Sud, le principal parti de l'opposition exige la démission de Cyril Ramaphosa pour cause de mauvaise gouvernance. Vous le verrez dans ce journal. On entame de cette édition d'information ouverture ce matin d'un atelier de renforcement des capacités des acteurs du secteur social. La cérémonie a été présidée par le ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises Yves Fernand Manfumbi. Le compte rendu est signé Alexandre Bamdo. L'entrepreneuriat social en or, c'est le thème de l'atelier de restructuration des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui s'est ouvert ce mardi à l'auditorium de l'immeuble à Rambo. Occasion pour la directrice générale de l'économie sociale de revenir sur le travail qui a été abattu en amont avant la tenue du dit atelier. En amont de cet atelier, des concertations par filière auprès des potentiels acteurs de l'économie sociale et solidaire ont été organisées et ont permis de mettre en lumière des filières et ou des secteurs suivants: la banane, le manioc, le numérique, la friperie, la pisciculture, l'élevage, l'agroalimentaire, les agents d'exploitation de parking, les photographes communément appelés les shooters, la fondation porcine, la couture, la coiffure, la restauration, le maraîchage, le BTP et la transformation et la valorisation de déchets. Pour matérialiser cette vision à vocation socio-économique, le Gabon peut compter sur des partenaires de développement, parmi lesquels l'UNESCO. Des modèles économiques alternatifs sont apparus ces dernières décennies, notamment l'économie sociale et solidaire d'une manière plus générale. C'est pourquoi l'UNESCO est fortement engagée dans l'accompagnement des initiatives de jeunes et de femmes visant à leur autonomisation économique. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'approche de l'UNESCO vise à stimuler la capacité des jeunes et des femmes en tant qu'acteurs du changement, c'est-à-dire à les considérer non seulement comme des bénéficiaires, mais également comme des acteurs actifs dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques. Le gouvernement de la République, dans sa politique de diversification de l'économie, mise sur l'entrepreneuriat et n'envisage ménager aucun effort pour voir ces hommes et femmes devenir de véritables acteurs de développement. Comme énoncé lors de la présentation de la stratégie nationale de développement du secteur privé, je souhaiterais fortement contribuer à la construction du secteur privé prospère, compétitif, créateur de richesses et d'emplois de qualité. Ce challenge ne peut être atteint qu'avec l'implication des partenaires au développement qui nous accompagnent dans la mise en œuvre des politiques publiques irrélatives. C'est pourquoi je voudrais saisir cette occasion pour réaffirmer l'engagement du gouvernement à accélérer. Rappelons que la structuration est un outil de gestion pour les organisations. Elle permet d'apporter des repères et de connaître les rôles dans l'organisation et contribue à créer des emplois décents. Toujours en rapport avec cette actualité, l'économie sociale désormais au cœur d'une stratégie du gouvernement gabonais. Mais que signifie concrètement économie sociale et solidaire? Quel rôle cette économie peut-elle jouer au sein d'une société qui fait face à des crises multiformes? Retrouvons une fois de plus Alexandre Bamdo pour les détails. Au moment où l'humanité fait face à plusieurs crises et lorsque l'économie classique présente un certain nombre d'insuffisances en termes d'inclusion sociale, l'économie sociale et solidaire se présente comme une alternative. Mais qu'entendons-nous par économie sociale et solidaire? L'économie sociale et solidaire est cette économie qui se distingue de l'économie classique qui fonctionne sur un principe de patronat. Donc, par exemple, une entreprise qui a un chef avec des employés, des ouvriers, etc., etc. L'économie sociale n'a pas de limite en principe. L'économie sociale aborde tous les secteurs de
voilà, tous les secteurs existants. Nous pouvons trouver l'économie sociale dans le secteur de l'éducation, nous pouvons trouver l'économie sociale dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'agriculture, dans tous les domaines. Dans une période assez critique marquée par la Covid-19, la guerre en Ukraine et le réchauffement climatique, l'économie sociale et solidaire peut jouer un rôle prépondérant pour renverser la donne. Il est mondialement reconnu que l'économie sociale et solidaire est la réponse à la crise de l'économie classique qui a été engendrée par tous les maux sociaux que nous avons connus. Donc tout simplement parce que l'économie sociale est une réponse, tout simplement parce qu'elle est cette situation qui amène à la prise en compte, comme je disais tout à l'heure, la valorisation de la valeur humaine, l'implication de tous les acteurs sans distinction. Et c'est, en fait, j'ai envie de dire, c'est une économie inclusive. Elle a également pour vocation de fédérer les intelligences pour un meilleur impact social et environnemental. Le soutien, la solidarité et ainsi de suite. Parce que le souhait serait que lorsque vous avez obtenu, de par votre force, vous parvenez à relever également autour de vous. À titre de rappel, on peut remonter l'histoire de l'économie sociale et solidaire à l'Antiquité. Mais elle puise ses racines dans la révolution industrielle du 19e siècle avec la création des premières sociétés de secours mutuels. 13e jour du naufrage du navire ferry Esther Miracle. Dans cet élément qui va suivre, le coordonnateur de ces opérations fait le point sur les poursuites de recherche en mer. Regardons. Les recherches entreprises depuis le naufrage du navire Esther Miracle se sont poursuivies ce jour, lundi 20 mars 2023, et ont permis la découverte de 2 corps de sexe masculin. Les 10 corps ont été acheminés à la morgue de l'hôpital d'instruction des armées d'Akanda et les dites recherches se poursuivent. Nous parlons aujourd'hui de la célébration de la journée mondiale de la trisomie 21, encore appelée le syndrome de Down. C'est l'occasion de sensibiliser le grand public sur cette maladie qui affecte des milliers d'enfants à travers la planète. Chimène Indon nous en dit plus. La trisomie 21 est une malformation congénitale liée à la présence d'un chromosome en plus sur la 21e paire. En lieu et place des 46 chromosomes, un trisomique en possède 47, d'où la déficience intellectuelle dont souffrent tous les malades de la trisomie 21, laquelle varie d'un individu à un autre. À cela s'ajoutent les autres pathologies dont les malformations cardiaques, digestives, de l'appareil urinaire et oculaire dont ils sont victimes. Depuis 2006, le 21 mars est consacré à la journée de la trisomie 21, une date symbolique puisque 21 sur 3 fait allusion aux 3 chromosomes 21 de cette anomalie génétique. Pour cette nouvelle édition, Down Syndrome International a choisi de se concentrer sur le thème « Avec nous, pas à notre place ». Une approche qui vise à considérer les personnes handicapées comme ayant le droit d'être traitées équitablement et avoir les mêmes opportunités que tout le monde en travaillant avec les autres pour améliorer leur vie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il est estimé que la prévalence du syndrome de Down est compris entre 1 sur 1000 et 1 sur 100 naissances vivantes à travers le monde. Chaque année, environ 3000 à 5000 enfants naissent avec cette anomalie chromosomique. Les personnes porteuses de trisomie 21 peuvent atteindre une qualité de vie optimale lorsqu'elles bénéficient de l'appui et des soins de leurs parents, d'un bon suivi médical et d'un système de soutien communautaire adapté avec, par exemple, une éducation inclusive à tous les plans. La trisomie 21 est une question de santé publique. C'est dans ce sens que l'État gabonais a mis en place le Centre national de prise en charge des enfants trisomiques appelé Centre Ndossi, situé dans la commune d'Akonda. Comment avoir une alimentation saine et équilibrée? Dans ce reportage, Maya Meza nous explique quelques astuces. Manger équilibré, c'est l'assurance de rester en bonne santé et de conserver un poids adapté. Et vraiment, ce n'est pas bien compliqué. Quels aliments manger, lesquels éviter?
en quelle quantité les consommer et à quel rythme. Il suffit de respecter quelques règles pour avoir une alimentation équilibrée. Donc, une alimentation équilibrée, c'est assez simple. Dans un premier temps, il faut avoir trois apports en nutriments importants. Apporter des protéines, apporter des bonnes graisses. Donc les protéines, ça va être tout ce qui est viande, poisson, œufs, volaille, certaines céréales aussi, et légumineuses. Des matières grasses de bonne qualité, comme par exemple dans l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de tournesol, l'avocat. Ici, on a quoi d'autre? On a aussi la sardine, le thon, le maquereau. Voilà, là-dedans, il y a des bonnes graisses. Et il faut faire par contre attention aux mauvaises graisses. Pourquoi les glucides sont également importants? Les glucides, c'est du sucre, donc qui peut être caché ou visible. Donc il y a les sucres complexes, qui vont être les sucres lents, c'est-à-dire les féculents, les produits céréaliers, les légumineuses comme la pomme de terre, l'igname, le taro, etc., le riz également. Et les glucides simples, donc le sucre rapide qu'il va falloir modérer, ça va être par exemple le sucre en carreaux qu'on va consommer, certains laits comme par exemple le lait concentré, le lait en poudre nido qui est riche en sucre, pour les adultes c'est pas très bon. Va y avoir les confiseries, les viennoiseries, enfin voilà, tout ça ce sont des produits sucrés à limiter. En revanche, dans les sucres simples, il y a les fruits et le chocolat à plus de 75% de matière grasse qui eux sont recommandés et bons pour notre santé. Notre alimentation doit aussi être suffisamment variée et bien repartie pendant la journée pour apporter tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme. Avoir une alimentation équilibrée, c'est apporter ces nutriments dans notre assiette. Pour les apporter, il faut avoir 3 éléments. Donc dans notre assiette, il faut avoir par exemple une main de protéines, donc viande, poisson, œufs, volaille, avec une poignée de féculents, donc pour apporter les glucides, les fibres aussi et la satiété. Et il faut apporter 2 mains de légumes. Donc les légumes, eux, ça va être tout ce qui est feuilles de manioc, les aubergines, la courgette, les poireaux, la tomate. Tout ça, ce sont des aliments riches en fibres et en vitamines et minéraux qui vont permettre justement l'élimination des toxines et une meilleure assimilation des nutriments. Voilà, ça c'est ce qui s'appelle manger équilibré. Donc je mange 5 fruits et légumes par jour, j'apporte mes protéines, j'apporte mes féculents. Il est également important d'éviter surtout tout ce qui est friture, évidemment. On évite fortement les fritures, les produits industriels qu'on va retrouver dans le commerce. Il faut favoriser le fait maison, voilà, préparer à la maison, prendre le temps de préparer, se rendre compte des différents nutriments qu'on va apporter grâce aux aliments. Voilà, donc ça fait partie de tout ça. L'apport calorique doit bien varier en fonction de l'âge, de la corpulence, de l'état général et bien d'autres. Emballer les aliments avec du plastique, cela représente-t-il un danger évident pour notre santé? Chloé Cano, spécialiste en nutrition, nous explique quelques outils dans ce reportage signé de Maya Meza. Le plastique, un emballage alimentaire à éviter, car il est mauvais élève en matière de conservation. Outre ses ravages connus sur l'écologie, aussi bien sur sa production que pour son recyclage, l'emballage alimentaire en plastique impacte notre santé. Alors, le plastique, on va le retrouver un peu partout. Déjà, par exemple, dans les bouteilles d'eau, dans les tupperwares quand on va conserver. Le plastique, on le retrouve partout. Et c'est vrai que le danger du plastique, c'est que déjà, par exemple, si on le fait chauffer, si on met au micro-ondes, le plastique va se dégrader, donc ça va polluer notre alimentation, parce que dans le plastique, on a ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens qui vont agir sur notre microbiote, donc sur nos intestins, sur nos bonnes bactéries en fait, et c'est ce qui va causer le développement de mauvaises bactéries, qui va aussi gaspiller, entre guillemets, la qualité nutritionnelle de nos aliments. Sous l'effet de la chaleur, selon la durée, la température de stockage et selon la composition des aliments, acides ou gras, ces additifs peuvent migrer du contenant au contenu et se retrouvent dans nos assiettes ou nos boissons. De chauffer au plastique, on évite de conserver dans du plastique. Il vaut mieux favoriser du verre, par exemple.
de chauffer dans du verre, chauffer au four ou à la casserole plutôt qu'au micro-ondes aussi, parce que le micro-ondes est fait de plastique, donc on va éviter. Voilà. Donc dans le plastique, on a ces perturbateurs endocriniens qui sont aussi cause de pas mal de maladies, des cancers, des maladies auto-immunes et autres. Les perturbateurs endocriniens peuvent aussi jouer sur la fertilité. Ça peut aussi avoir un impact chez certaines femmes pendant leur grossesse et également sur la qualité de l'alimentation de nos enfants. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à comment est-ce qu'on va donner à manger à nos enfants. On évite le plastique, on favorise par exemple le bambou, le bois ou encore les assiettes en verre, c'est beaucoup mieux. Les effets sur la santé peuvent être divers. Impact sur le système immunitaire et le système respiratoire, perturbations endocriniennes, baisse de fertilité, hausse de risque de cancer. Ces effets existent à chaque étape du cycle de la vie du plastique et multiplient donc les conséquences sur la santé. Les antirétroviraux, un médicament essentiel pour les personnes vivant avec le VIH. Qu'adviendra-t-il en cas de déficit et comment ces personnes s'adaptent-elles à cette situation? Ruth Matsanga. Vivre avec le VIH n'est pas chose aisée pour les personnes atteintes de cette maladie, surtout en manque d'antirétroviraux. En cas de manque d'antiviraux, d'abord moi-même je suis personne vivant avec le VIH, ça me fait déjà 30 ans. Donc quand il n'y a pas des antirétroviraux, nous on ne sait plus de quel sens ça vaut, on ne sait plus quoi faire parce que ce sont des antirétroviraux qui neutralisent le virus. Maintenant qu'il n'y a pas des antirétroviraux, on ne peut rien. Ces personnes porteuses de VIH font également face à des contraintes quotidiennes. Les contraintes d'une personne qui vit avec le VIH, c'est qu'il faut d'abord avoir une vie saine, c'est qu'il faut manger d'abord équilibré. Il y a l'alimentation qui joue son rôle, il y a aussi l'hygiène. Et les antirétroviraux, vous devez prendre des antirétroviraux sans rupture. Donc à chaque fois, à chaque heure, vous devez prendre vos antirétroviraux pour éviter la multirésistance ou le co-infection. Souvent marginalisés, rejetés dans la société, certains ont décidé de briser la honte et affronter les regards, explique Madame Oussunda qui apporte quelques conseils aux personnes atteintes. Personnellement, comme je témoigne à visage découvert, j'ai brisé le tabou de la honte. Moi, je me sens très bien, mais le problème, ce sont des autres qui n'ont pas encore brisé leur tabou de la honte. Je ne sais pas comment ils ressentent, mais moi, personnellement, je me sens très bien. Le VIH-Sida ne devrait plus être considéré aujourd'hui comme une fatalité. Les personnes atteintes de cette maladie ne devraient pas subir l'exclusion sociale. Le 21 mars marque également la célébration de la Journée internationale des forêts. Au Gabon, les peuples autochtones communément appelés les pygmées restent attachés à la forêt. Ces Gabonais à part entière ont un mode de vie sans danger pour la biodiversité. Estelle Amvan. Au Gabon, la communauté des pygmées qui comprend les Babongo, Bakoya, Baka, Barimba, Bagama est considérée comme des peuples autochtones. Depuis la nuit des temps, ils vivent en symbiose avec la forêt. Les peuples autochtones ont un rôle important. Aujourd'hui, le Gabon est inscrit dans la conservation de la biodiversité parce qu'on a trouvé une biodiversité qui existe. Mais ces peuples autochtones existaient déjà. Donc, ces peuples ont su préserver cette biodiversité que nous avons trouvée aujourd'hui par son mode de vie, sa façon de prélever pour satisfaire ses besoins. Elle a su faire ce qu'on appelle, cette population autochtone a su faire ce qu'on appelle aujourd'hui la gestion durable. Parce que gérer durablement, c'est pouvoir satisfaire ses besoins tout en préservant aussi pour pouvoir satisfaire les besoins des générations futures. Pour ces peuples, la forêt est un tout où ils prélèvent leurs aliments, leurs matériaux de construction, mais surtout des remèdes pour se soigner. Les peuples autochtones dont on vient de parler ont su identifier plusieurs plantes qui pouvaient soigner plusieurs maux. Et ils ont pu perdurer dans le temps en identifiant ces plantes qui peuvent avoir un apport sur le plan médicinal. Donc ce sont ces plantes-là aujourd'hui qui sont mises en valeur par des institutions comme l'IFAMETRA qui identifient les plantes qui peuvent soigner des maux bien précis. Donc je pense que la médecine moderne également s'inspire pour pouvoir élaborer tout ce qu'on a comme médicaments, pour pouvoir identifier les plantes qui ont des substances médicinales pour pouvoir élaborer des médicaments qui sont utilisés par la médecine moderne.
Dans la lutte pour la préservation de la biodiversité, les peuples autochtones restent donc un atout indispensable. Les forêts et la santé, c'est le thème retenu cette année à l'occasion de cette célébration de la Journée internationale des forêts, un terme qui remet au goût du jour le rôle majeur de forêt sur la survie de l'humanité. Estelle Amban. Les forêts comptent parmi les habitats les plus riches en biodiversité de la planète. Elles abritent 60 000 espèces d'arbres différentes et plus de 70% de toutes les espèces animales terrestres. Les experts affirment qu'elles offrent directement ou indirectement d'importants avantages qui bénéficient à la santé de tous les êtres humains. Pour le bien-être de l'humanité, on a besoin de forêts. Les forêts jouent un grand rôle pour l'équilibre de la planète et aussi pour le bien-être des êtres vivants, notamment à travers ce qu'on appelle les services écosystémiques qu'elles rendent. L'air que nous respirons est filtré par l'activité des arbres, donc par la forêt. Ensuite, l'eau que nous buvons également est filtrée par la forêt elle-même. Le thème de la Journée internationale des forêts 2023, les forêts et la santé, donne l'opportunité de rappeler les effets bénéfiques sur la santé et le bien-être qui vont au-delà de ceux en général associés au cadre de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Le ministre des Eaux et Forêts, Lee White, a indiqué que les forêts intactes sont des hôpitaux pour les populations rurales. Elles protègent des maladies émergentes. Les forêts urbaines réduisent les problèmes de santé psychologique. Les mangroves, elles, protègent des changements climatiques. Nous abordons à présent la page étrangère de cette édition d'information. Libération d'Olivier Dubois, otage des djihadistes au Mali pendant 2 ans. Notre confrère est arrivé ce matin en France où il a été accueilli ce matin par plusieurs membres de sa famille. Le récit est signé Sidel Animal. Quelques larmes, des sourires et des étreintes. Le journaliste Olivier Dubois, otage pendant près de 2 ans de djihadistes au Mali, a atterri en France mardi et retrouvé ses proches. Avec lui, Jeffrey Wood, un humanitaire américain, lui aussi kidnappé par les djihadistes il y a plus de 6 ans. Les otages ont été récupérés sains et saufs par les autorités nigériennes avant d'être remis aux autorités françaises et américaines. Éprouvés par plusieurs années de captivité, Olivier Dubois et Jeffrey Woodke sont très heureux de pouvoir renouer avec leur famille, qu'ils rejoindront dès que possible. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed Bazoum, actuellement en visite officielle au Togo, j'adresse mes sincères félicitations à l'ensemble des acteurs de notre pays qui ont permis cet heureux dénouement. Je remercie également nos partenaires français, mais aussi américains, pour leur coopération constante pour l'obtention de ces libérations. Je vous remercie. Olivier Dubois avait été enlevé le 8 avril 2021 à Gao, dans le nord du Mali, par le GSIM, principale alliance djihadiste au Sahel liée à Al-Qaïda. Il collaborait notamment avec le quotidien Libération et le magazine Le Point et vivait au Mali depuis 2015. Le reporter de 48 ans était le dernier Français connu comme retenu en otage par une organisation autre qu'un État. Nous exprimons notre profonde gratitude et notre appréciation à nos partenaires nigériens et aussi les autres pays, les Français qui ont aidé à obtenir la libération de l'otage. Merci. Je remercie d'abord Dieu et après Dieu, je remercie le gouvernement nigérien, le gouvernement américain et la France. Vive la France! Je suis très contente d'être encore à Niamey, au Niger, mon 12e prêt. Je n'ai plus rien à dire sauf que bonjour à ma famille. C'est tout. Les circonstances de la libération des 2 hommes restent pour l'heure inconnues, alors que les relations entre la France et la junte au pouvoir au Mali se sont considérablement détériorées. Paris a notamment retiré la totalité des soldats qui y étaient déployés dans le cadre de l'opération anti-djihadiste Barkhane. Les enlèvements sont l'un des graves dangers encourus par les journalistes et les humanitaires locaux comme étrangers dans la région du Sahel. 2 employés de la branche malienne du Comité international de la Croix-Rouge kidnappés entre Gao et Kidal, dans le nord du Mali, il y a 2 semaines, avaient été libérés dimanche soir.
Direction en Afrique du Sud, les partisans du principal parti de l'opposition exigent la démission du président Cyril Ramaphosa. Il est accusé de mauvaise gouvernance. Leslie Nanaka. Hier lundi, les rues de la capitale Pretoria et Johannesburg étaient caractérisées par un calme inhabituel. Les partisans du principal parti de l'opposition, le Parti des combattants pour la liberté économique, vêtus de rouge, ont envahi les rues dans le cadre d'une journée pacifique de grève générale et de manifestations pour exiger la démission du président Cyril Ramaphosa, jugé selon eux incapable de remédier au chômage endémique, à la pauvreté grandissante et à la grave crise d'électricité qui ronge le quotidien des Sud-Africains. Nous ne sommes pas ici pour jouer, nous sommes ici pour demander à Ramaphosa de quitter cet endroit. Ce blocus national fait craindre une répétition des émeutes meurtrières de 2021 qui avaient fait plus de 3500 morts dans le pays, déclenchées par l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma. Pour éviter le pire, 3500 policiers ont été déployés à travers le pays. Nous sommes ici pour demander la fin du délestage, pour demander à Ramaphosa de démissionner, et s'il ne veut pas démissionner, nous le forcerons à le faire. Les forces de police disent ne pas intervenir tant que les manifestants restent pacifiques. Le président Cyril Ramaphosa, quant à lui, a donné la semaine dernière pour consigne aux forces de l'ordre d'éviter de nouvelles émeutes. En sport, on démarre avec le tournoi de Montaigu de moins de 17 ans. À 2 semaines de la compétition, les Panthères sont déjà en préparation au centre technique de Bikele. Voyons tout cela avec Jeremy Ngoma. La 50e édition du tournoi de Montaigu d'avril prochain verra bel et bien la participation de la sélection gabonaise des U16. Les poulains de l'ancien démissionnaire du centre sportif de Benje, Guy Blaise Ngamamba, sont désormais au centre sportif de Bikele, principal site sur lequel les jeunes joueurs vont peaufiner, affiner, affûter leurs armes avant de prendre véritablement leur départ pour Paris en France le 31 mars pour participer à cette compétition mondiale. Logés dans le groupe C, en compagnie de la République tchèque, le Japon et le Portugal, les jeunes Panthères devront mettre toutes les chances de leur côté afin de faire une bonne figure dans ce tournoi qui apparaît comme un tremplin pour ceux qui sauront tirer leur épingle du jeu. Le 2 avril prochain est la date de leur entrée en lice. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, les Panthères du Gabon au grand complet pour la double confrontation le 23 et 27 mars prochain contre les Crocodiles du Nil du Soudan. Des précisions dans ce reportage d'Herman Malaga Moussavou. Juste de nouveaux venus au sein de la tanière des Panthères du Gabon pour cette double confrontation contre les Crocodiles du Nil du Soudan en match comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Un milieu de terrain Bekale Nemekris, sociétaire du Sheriff Tiraspol de Moldavie et un attaquant, Ndutu Muroy de l'Universitario de Vinto de Bolivie. Le reste de l'effectif est constitué d'anciens soldats, de techniciens français, Patrice Neveu quasiment dans toutes ses lignes. Une défense en l'absence de Bruno Ekwele Manga forfait, pour blessure qui verra sans doute Aaron Apinangoy, maître de la défense gabonaise. En milieu de terrain, les Panthères bénéficieront certainement de l'expérience de Ndon Ibrahim et Kanga Gelor. Et Mouketou Sambissa en l'absence de Poko blessé est remplacé par Medwin Bitege pour prendre de l'ascendant dans cette rencontre. La ligne d'attaque sera sans doute animée par le trio Bouanga Boupenza et Alevina. Le groupe des Panthères du Gabon au complet du côté de Franceville bénéficie de joueurs dont les forces en présence donneraient du crédit à l'équipe gabonaise. Dans ce stade de rénovation, la défaite est interdite pour les Panthères. Mais il faudra concrétiser cela sur le terrain face à un adversaire redoutable et difficile à manœuvrer, avec des joueurs de qualité à l'instar de Mohamed Abdelrahman, de Al Hilal attaquant et Walid Khalid milieu de terrain. Les Panthères sont classés avant cette rencontre 2e du groupe I, avec 4 points derrière la Mauritanie 4 points, et suivi par le Soudan 3e 3 points, et la RDC 4e 0 points.
Cette double confrontation se dessine véritablement décisive pour les deux équipes, car en cas de victoire, donnerait une véritable option pour la qualification. Une autre triste dans cette actualité, en bref, le monde du football gabonais en deuil. Alphonse Six Moulman, ancien joueur de la Zingo au national, devenu panthère du Gabon et ancien sociétaire de l'AS Ogara dans les années 80-90, est décédé ce matin des suites d'une maladie à l'hôpital de Kembo. Le Gabon perd là l'un de ses meilleurs footballeurs de l'histoire du pays. Ceci malheureusement après avoir reçu quelques jours avant la visite et le soutien de la Fédération gabonaise de football. Une autre discipline de sport, la Fédération gabonaise de Wushu a organisé la Coupe de Wushu 2023 pour le grand bonheur des amoureux de cette discipline sportive. Un accent particulier a été mis sur le Taou et le Sanda. Le récit de Jeremy Goma. Le premier arrondissement de la commune de Ntoum a abrité ce jour la première édition de la Coupe de Wushu 2023. Cette discipline sportive moderne pour les arts martiaux chinois a été marquée par la présence de plusieurs athlètes qui ont compéti sur deux principales parties. Le Taolu, qui est, de manière simple, la représentation des différentes démonstrations, et le Sanda en deuxième partie, dont il s'est agi d'opposer les représentants de différentes écoles à combattre entre eux. Sous le regard satisfaisant de l'ambassadeur de la République populaire de Chine, cet événement sportif s'inscrit comme une grande victoire pour la présidente fédérale. Satisfaite parce que moi j'ai pu avoir des autorités avec moi et la présence de l'ambassadeur populaire de Chine a rehaussé l'événement. Et je tiens ici à remercier, n'est-ce pas, toutes les autorités qui ont pris part à cette festivité. Les vainqueurs de cette première édition peuvent savourer cette victoire finale qui n'est autre que le travail d'un dur labeur. Nous sommes tout à fait satisfaits vu que nous avons travaillé assez longtemps. Nous avons eu de rudes entraînements pour pouvoir obtenir cette coupe. Donc nous sommes très fiers de cette victoire. Tous les combattants étaient bien entraînés, ils ont fait une bonne prestation, ils ont donné du fil à retordre, mais le travail a payé. Dans le respect du calendrier établi par la Fédération gabonaise de Wushu, les prochaines compétitions sont attendues dans les jours à venir. Ainsi se referme cette édition d'information préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci d'être resté en notre compagnie. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Restez câblés en compagnie de TV+, pour la suite de nos programmes. Prenez soin de vous. Au revoir.